Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Nous allons recevoir, et j'en suis très heureux, Marguerite Stern, qui est militante féministe. Vous êtes là, bonjour Marguerite Stern. Alors, vous n'êtes pas que militante féministe dans la vie, mais vous êtes avant tout militante féministe. Présentez-vous rapidement pour que les auditrices et les auditeurs sachent qui vous êtes. Je m'appelle Marguerite Stern, donc j'ai 32 ans, je suis militante féministe depuis 10 ans, j'ai fait partie des Femen pendant 3 ans, j'ai créé en 2019 les collages contre les féminicides pour essayer de mettre fin aux féminicides et aux violences conjugales. Et là, récemment, j'ai créé avec Dora Muto une plateforme qui s'appelle Feméliste, puisque toutes les deux, en fait, ça fait 3 ans qu'on tient des positions critiques du genre, c'est-à-dire qu'on rappelle que les femmes sont des femelles et que ça ne devrait pas être une insulte, en fait, d'être perçue comme une femelle. Les femmes sont des femmes, des femelles, et les hommes des hommes, quoi. Des mâles, voilà. Des mâles. Les femmes sont des femelles et les hommes des mâles. Et vous tenez à cela parce que c'est biologique. Oui, c'est comme de dire que la Terre est ronde, c'est comme rappeler des principes importants comme la gravité, l'héliocentrisme, enfin voilà, c'est les bases en fait. Bien. Et Marguerite Stern, vous deviez participer à un colloque le 15 avril à Nantes, un colloque pour la liberté de la femme. Hein. Le colloque s'appelle « Femmes, vie, liberté, un combat laïque universel ». Et évidemment, on pense aux femmes iraniennes, évidemment, on pense aux femmes afghanes, que l'on doit défendre, que l'on doit soutenir, que l'on doit aider. Et tout à coup, on vous a dit non, vous n'êtes plus invité, vous ne participerez plus à ce colloque. On va tout savoir juste après la pub. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12. Merci d'être avec nous. Marguerite Stern est notre invitée féministe. Marguerite Stern qui était invitée à un colloque qui doit se tenir le 15 avril à Nantes. Femmes, vie, liberté, un combat laïque universel. Colloque dédié en partie évidemment au combat des femmes afghanes et iraniennes. Colloque organisé par le comité Laïcité République Pays de la Loire. Quel était votre sujet d'intervention ? Alors moi je devais intervenir sur l'état du féminisme après MeToo, 5 ans après MeToo. Oui. C'était intéressant. C'est intéressant, vous voulez que je vous raconte. D'ailleurs, quel est l'état ? Moi, je suis très pessimiste, c'est-à-dire que je trouve que MeToo a été quand même un moment formidable pour les femmes, un moment d'union, un moment où on a pu en fait mettre en commun nos expériences et se raconter en fait l'une et l'autre ce qu'on vivait et finalement se reconnaître dans une communauté, quoi. Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Merci. Et finalement, je trouve que le statut de victime, en fait, suite à MeToo, est devenu quelque chose qu'on a célébré, glamourisé, en fait. C'est devenu cool, en fait, tout d'un coup, d'être une victime. Alors qu'il y a des femmes qui sont réellement victimes, et très nombreuses. Enfin, on sait qu'en France, 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences conjugales. Donc, c'est un phénomène massif. Ce qu'on sait. De ce qu'on sait, évidemment, il y en a probablement bien plus. Et donc, ce statut de victime, en fait, c'est important de le reconnaître, de reconnaître qu'il y a des femmes qui sont victimes. Mais moi, je trouve que depuis MeToo, en fait, c'est devenu, un truc cool d'être une victime. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que ça mène à une espèce de course à l'oppression, en fait, à qui va être le plus opprimé, parce que la société vous valide, vous célèbre, en fait, quand vous êtes plus opprimé. Et finalement, ce que ça a entraîné, c'est aussi le fait que désormais les femmes les plus opprimées sont des hommes, c'est-à-dire les femmes trans en fait, qui cumulent donc plusieurs oppressions du fait que ces personnes sont soi-disant femmes mais en plus trans. Donc en fait voilà, ces personnes deviennent les femmes les plus opprimées. Finalement le sujet central du féminisme actuellement, ça me dérange. Bien, et ce sont ces militants de transgenre qui ont fait pression sur les organisateurs pour vous priver de parole. Ouais, exactement. Il y a eu des pressions de la part de milieux d'extrême gauche. Il y a eu un appel à manifester contre moi. Il y a eu des menaces de violence. Il y a eu aussi des élus de la ville de Nantes qui se sont permis de dire que j'étais une militante transphobe. Tout ça parce que Si, mais je ne dis rien contre les personnes trans, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'exprime contre une idéologie qui me dérange, qui, j'estime, porte atteinte aux droits des femmes, aux droits des enfants. On est sur des sujets sérieux, graves. Mais je n'appelle jamais à la haine
contre les personnes trans. Donc ces élus m'ont qualifié de transphobe. Un député à LFI a osé me qualifier de TERF, donc c'est Trans Exclusionary Radical Feminist. Sur mon compte Twitter, j'ai une vidéo qui explique en fait ce qu'est ce terme, qui est un terme en fait qui est beaucoup utilisé dans le monde anglo-saxon et accompagné en fait en permanence de menaces de mort, de violence à l'encontre des femmes qui pensent comme moi. C'est un terme vraiment pas anodin dans la bouche d'un député, ça m'a beaucoup choquée. Compte tenu du fait aussi que le 8 mars dernier, partout dans les rues de Paris, ont été tagués des messages « Mort aux TERF »,« Tuons les TERF »,« Doramuto au cachot ». Enfin, Doramuto, c'est une journaliste qui conduit le même combat que vous. Exactement. Donc en fait, ce terme n'est pas anodin. Ce terme est accompagné en permanence de menaces de mort. Et les TERF en France, on sait qui c'est Doramuto et moi, et franchement on est inquiète de la situation. Donc quand un député, la France Insoumise, se permet d'utiliser ce terme, ça n'est pas anodin. C'est l'appel à la violence. Aux violences, exactement. Mais c'est un appel à la violence, tout simplement. Un appel à la violence. Alors, expliquons. C'est une idéologie, l'idéologie transgenre, maintenant. Tout à fait. Qui veut se répandre, et partout dans le monde, parce qu'on parle de la France, on vous prive de parole, alors que vous allez défendre les femmes. Et notamment les femmes iraniennes ou afghanes. On vous prive de parole au nom d'une idéologie violente. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais lire en fait le tweet d'une femme afghane qui justement m'a soutenue et qui dit voilà, les femmes sont des femelles. Les femmes en Iran et en Afghanistan sont tyrannisées, oppressées parce qu'elles sont des femelles. Et nous, dans vous avez des problèmes en gros dans votre monde occidental. Qui sont complètement délirants. Enfin voilà. Oui, donc en fait, les femmes afghanes, n'en pensent pas moins. Elles ne comprennent pas cette violence de la part de transgenres vis-à-vis des femmes. Et donc cette idéologie transgenre, qui est particulièrement répandue dans le monde anglo-saxon, mais qui arrive en Europe, en France, en Allemagne, en Espagne. Il y a des lois qui passent, il y a des attaques dans la sphère législative. Donc cette idéologie-là, pour moi, relève de la croyance. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui nous dit, comme le lexique trans du planning familial dit par exemple que le sexe est une construction sociale. Le sexe est une construction sociale, c'est-à-dire que on rejette la biologie. Il n'y a plus de mâle, il n'y a plus de femelle. Tout cela vous oubliez en fait. Et donc on pourrait s'autodéterminer. C'est-à-dire dire que voilà, si moi je suis un homme, vous devez m'appeler monsieur et je vais devenir agressive avec vous si vous m'appelez pas. Oui, on n'utilise plus cette idéologie, on n'utilise plus le sexe biologique pour définir hommes et femmes. Exactement. En fait, on parle de la notion de genre, donc il y aurait 15 000 genres différents. Alors par exemple, des hommes biologiques doivent pouvoir participer à des compétitions sportives féminines. Exactement. Et utiliser les vestiaires des femmes. Voilà, c'est les aberrations en fait auxquelles cette idéologie conduit. C'est-à-dire que moi, souvent, on me dit mais c'est un débat d'idées. Alors c'est aussi un débat d'idées, c'est vrai, qui pose des questions philosophiques, spirituelles. Mais en fait, c'est aussi une idéologie qui porte un projet politique, de la même façon que l'islam radical porte un projet de société politique. Et moi, je considère que les croyances, en fait, elles doivent rester dans la sphère privée et qu'on n'a pas à les porter comme ça sur la place publique. Et en fait, cette idéologie politique, quand on l'applique dans la réalité, en effet, il y a des hommes qui gagnent des compétitions sportives de femmes parce qu'ils s'auto-identifient femmes. Il y a des hommes qui violent des prisonnières féminines parce qu'ils sont incarcérés dans les quartiers pour femmes. Il y a plusieurs cas comme ça au Canada, aux États-Unis. Ça existe ? Oui. Au Canada, aux États-Unis, faites une recherche Google. Il y a des femmes qui se sont déclarées hommes. Ou des hommes, il y a pardon. Des hommes qui se déclarent femmes. Voilà, des hommes qui se déclarent femmes et qui, du coup, sont emprisonnés dans les mêmes cellules que des femmes. Oui. Et qui en profitent pour violer des femmes. Oui, ça arrive. Ça arrive. Il y a plusieurs cas. Voilà où on en arrive. Voilà où on en arrive. Et puis il y a aussi un embrigadement sectaire en fait envers les enfants, qui passe beaucoup par les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où en fait on leur fait un lavage de cerveau. Et donc vous avez un véritable phénomène de contagion sociale, notamment parmi les jeunes filles. Les filles, ils sont beaucoup plus sensibles que les garçons. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais une récente étude vient de sortir dans ce sens-là. Donc les filles sont très sensibles à la contagion sociale, et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui on a 75%
95% des personnes qui se déclarent trans qui sont des femmes ou des filles, la plupart du temps très jeunes, et donc on voit ces phénomènes-là dans les écoles où en fait vous avez des espèces de clusters comme ça, et ça arrive en France, en France, en Suisse, enfin voilà, où des filles se déclarent non binaires, hommes. La plupart des militants transgenres sont biologiquement des hommes plutôt que des femmes ou pas? J'en sais rien, ça dépend. Vous ne savez pas, oui, ça dépend. Oui, ça mais dépend. tous les militants transgenristes qui prônent cette idéologie ne sont pas nécessairement des personnes trans. Oui. Oui, ce ne sont pas nécessairement des personnes trans. Alors, les militants transgenres qui, par exemple, poussent le planning familial à ne plus s'adresser aux femmes en les appelant femmes, mais personnes avec des utérus, pour ne pas froisser quelques femmes biologiques qui se revendiquent hommes. Exactement, on a une offensive au niveau du langage, en fait. On nous interdit certains mots, comme le mot femme, qui est devenu insultant. On nous impose d'autres mots complètement délirants, donc personne à vulve, personne à utérus. Il y a une vraie offensive au niveau du langage, et en fait, quand on essaie de contrôler le langage des autres, c'est jamais bon. Oui, ça c'est sûr que c'est jamais bon. Et c'est pas bon non plus pour le féminisme. C'est pas bon pour le féminisme parce que finalement l'objet central du féminisme, c'est désormais des hommes qui portent des jupes et pas des femmes. C'est-à-dire que moi, si j'ai commencé à m'exprimer sur ce sujet, c'est pas parce que j'en ai vraiment quelque chose à faire, de tout ça. Enfin, à la base, moi, c'était pas mon sujet. Moi, j'étais sur les féminicides et les violences conjugales. J'ai créé ce mouvement de lutte, de collage contre les féminicides parce que voilà, c'est un drame en fait, ce qui se passe en France, dans ce pays sur ce sujet, et que le gouvernement n'agit toujours pas. Et en fait, ces militants transgenristes se sont mis à reprendre mon esthétique pour aller coller des trucs délirants comme une femme trans est une femme, et finalement à détourner en fait un moyen de lutte féministe pour lutter contre les féminicides au profit de leur propre idéologie. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les milieux féministes, on ne parle plus que de ça. Plus que du fait que les femmes peuvent avoir des pénis. Il y a quand même d'autres sujets beaucoup plus tragiques à aborder. Donc c'est un danger pour le féminisme. C'est un danger pour le féminisme. Vous avez peur ? La peur, dans ma chair, ça fait bien longtemps qu'elle m'a quittée. Oui. Parce que ça fait 3 ans que je vis des menaces. Néanmoins, si je regarde la situation froidement, en l'analysant de façon objective, oui, j'ai peur. Je devrais avoir peur. Je reçois depuis 3 ans, ainsi que Dora Muto, des menaces. J'ai déjà été agressée physiquement en manifestation. On m'a lancé des œufs au visage. Manifestation dite féministe. Dite féministe. Un 8 mars. C'est pour ça que je vais plus en manifestation. J'ai peur aussi quand je regarde ce qui se passe dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que... Dites-moi. Aujourd'hui encore, en fait, j'ai vu une vidéo d'une sportive, d'une championne de natation, Riley Gaines, qui s'est exprimée publiquement contre le nageur transgenre Lia Thomas, qui est donc un homme qui se déclare femme, qui était médiocre dans sa catégorie, et dans sa catégorie masculine, et qui, à partir du moment où il s'est déclaré femme, a remporté une compétition féminine. Cette femme a été obligée de se changer dans les vestiaires à côté de ce monsieur. Elle a raconté publiquement le traumatisme que ça a été d'avoir été exposée à son regard, d'avoir été exposée à la vue de ses parties génitales aussi dans ces vestiaires de femmes, et pour cela elle est menacée. J'ai donc vu une vidéo d'elle aujourd'hui sur Twitter où elle est poursuivie par des militants extrêmement violents qui veulent la frapper. Elle a été exfiltrée par la police, tout simplement parce qu'elle a parler de son traumatisme de femme et de son droit de femme en fait à avoir accès à ses propres compétitions sportives. Des agressions physiques comme celle-là, il y en a de plus en plus dans le monde anglo-saxon, et oui, elles font peur. Donc moi j'ai peur qu'en France en fait, il se passe bientôt la même chose. Alors les instances sportives internationales ont répété qu'un homme était un homme dans une compétition et qu'une femme était une femme. La Fédération d'athlétisme. Fédération d'athlétisme, effectivement, qui ne veut pas être confrontée à ces problèmes-là, effectivement. Mais que la Fédération d'athlétisme pour l'instant, à votre connaissance? À ma connaissance, oui. Il faut savoir que le sport... Est-ce que le CIO s'est prononcé pour l'instant? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Il faut savoir que le sport, c'est pas quelque chose d'anodin. En fait, c'est un véritable vecteur d'émancipation pour les femmes. Les femmes ont dû se battre pour avoir accès à leurs propres compétitions sportives. Les premiers Jeux Olympiques ont été organisés, de l'ère moderne, ont été organisés sans les femmes. Il y a eu des femmes comme Catherine Schwitzer
qui est une marathonienne qui s'est battue dans les années 60 pour courir donc, le marathon de Boston. Les femmes se battent pour avoir les mêmes prix lors des grandes compétitions, enfin bon, etc., etc. Ça a été toute une lutte pour les femmes d'avoir accès à leur propre compétition sportive. Et donc là, on assiste à réellement un retour en arrière sous couvert de progressisme, sous couvert d'inclusivité, de bienveillance. L'enfer est parfois pavé de bonnes intentions, quoi. Marguerite Stern, je vous remercie. Merci à vous. D'être venue nous voir pour ce témoignage. Ça vous fait réagir, c'est formidable ce que vous avez entendu. Si vous voulez réécouter, ce n'est pas compliqué. Vous avez un podcast pour cela. Hein. C'est le podcast de Sud Radio. Vous vous branchez et vous écoutez cela. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Marguerite Stern. Merci. Je rappelle que bon week-end de Pâques à tous. Lundi, nous serons là. Nous travaillerons pour Pâques. Traverse-t-on vraiment une grave crise démocratique? C'est la question que je poserai. Le débat, 11h, 12h lundi, ce sera évidemment toujours passionnant. Merci de nous avoir suivis, André Berkoff.